fait, on est dans vos stations. Bonsoir à tous. Pour ouvrir cette séance, je vais vous d'abord vous demander d'excuser le retard de notre président, de notre vice-présidente, de notre secrétaire perpétuel qui sont en réunion et qui vont demander de les remplacer en les attendant. Ils vont arriver assez savants sous peu, mais ils sont précisément en entretien avec M. Darcos à l'Institut. C'est sacré. oui, donc on sait quand ça commence. Mais... donc on va commencer tout de même. Donc je vais vous présenter d'abord notre orateur pour ceux qui par hasard ne le connaîtraient pas encore. Alain Ratier, membre de l'Académie de Paris depuis 2011. Et si ça intéresse pas, on peut le sortir. Et de l'Académie de l'air et de l'espace. Il a pris sa retraite en 2021 après 10 ans comme directeur général de Vetstat, qui est l'organisme qui gère l'ensemble des satellites météo. Il a partagé sa carrière entre la météorologie, l'océanographie, deux disciplines qui sont proches de l'autre, et les programmes spatiaux d'observation de la Terre. Il est un de ceux qui étaient un des précurseurs de l'océanographie opérationnelle au sein de Météo France dans les années 83-87. Il a dirigé le service de prévision marine. Il a rejoint par la suite le Centre national d'études spatiales comme responsable du thème océanographie spatiale, puis chef de la division sciences de la Terre et de l'environnement. Il a représenté la France au conseil directeur le programme d'observation de la Terre de l'ESA de 1990 à 1996. Directeur de le programme de Vestat de 1996 à 2004, il a piloté le développement de Météosat seconde génération, le premier système météorologique européen d'orbite polaire. De 2004 à 2011, il a été directeur général adjoint de Météo France, chargé notamment des missions institutionnelles et de la gestion la gestion des crises liées aux événements météorologiques extrêmes. Pendant ses 2 mandats de directeur général de Vetstat, il a développé de nouvelles générations de satellites et s'est vu confier par l'Union européenne l'exploitation des missions Copernicus de surveillance de l'océan global, dans lequel Mercator français est incorporé, c'est ça? Et il a fait croître sa flotte de 5 à 11 satellites en orbite. Au sein du CNES et puis de Vestat, Alain Ratier a participé à tous les programmes d'altimétrie qui ont permis le développement de l'océanographie opérationnelle. Alain, à toi de jouer. Merci beaucoup, Patrick. En fait, j'ajouterais une chose, c'est que j'ai commencé à faire de l'océanographie opérationnelle à Météo France et j'ai quitté Météo France parce qu'il n'y avait pas d'observation pour faire cette océanographie opérationnelle. C'est pour ça que je suis parti au CNES. Parce que l'espace était la seule solution. Et c'est un peu ce que je vais vous expliquer. Alors, d'abord, en introduction, qu'est-ce que l'océanographie opérationnelle? Qu'on soit un peu clair, c'est la capacité de surveiller et de prévoir l'océan en 3 dimensions. On sait depuis plus longtemps prévoir l'état de mer, les vagues qui sont directement liées à l'atmosphère, mais là c'est plus ambitieux, c'est en 3 dimensions. Et on distingue 3 océans qui sont le même, mais qui ont fait l'objet de développements en termes de prévision un peu différents. L'océan bleu, la physique, la dynamique, c'est-à-dire le niveau de la mer, les courants, la température, la salinité et les vagues qu'on savait déjà un peu faire. L'océan blanc, c'est celui des glaces de mer, qui évidemment est en interaction avec le précédent. C'est la répartition, la concentration des glaces de mer. Les glaces de mer, c'est les glaces qui flottent. Et l'épaisseur des glaces de mer qui conditionne quand les glaces de mer disparaissent, les échanges avec l'atmosphère sont très différents. Et puis l'océan vert, c'est celui du carbone sous toutes ses formes, de l'acidité, de l'oxygène et des nutriments, et c'est relié à la chaîne alimentaire et au stockage de carbone dans l'océan. Alors, l'enjeu, évidemment, ces 3 océans, ils interagissent entre eux. Mais en fait, c'est la science à progresser de l'un vers l'autre. Donc il faut aussi modéliser, prévoir les couplages, les interactions de ces composantes. Et l'ambition, c'est l'océan global, les bassins régionaux, les mers semi-fermées jusqu'à la côte.
Bien sûr, il faut tenir compte de l'atmosphère, puisque c'est parce qu'on sait prévoir l'atmosphère qu'on sait prévoir l'océan, donc parce que les échanges de chaleur sont liés à l'atmosphère. Donc il y a une connexité très forte avec la météorologie opérationnelle. En particulier, tous les champs dits de forçage proviennent des modèles de prévision météorologique. Alors c'est une illustration, voilà ce qu'est l'océan en bleu. Ce que vous voyez en haut, c'est un modèle qui vient de la NASA, qui n'est pas à très haute résolution, mais vous voyez déjà ces tourbillons dont je vais vous parler. Et puis la couleur, c'est la température que vous voyez apparaître. En dessous, l'océan blanc, c'est les glaces de mer, mais cette fois c'est de l'observation par des satellites. Et si l'animation marchait, vous verriez les glaces de mer. Ça va marcher. Voilà. Donc ça, c'est sur une vingtaine d'années. En fait, on mesure ces choses-là depuis très longtemps. Et vous voyez effectivement que l'Arctique perd beaucoup de sa couverture en glace, avec évidemment une variation saisonnière, mais on voit bien que la tendance est là. Et puis l'océan vert, là, c'est la production primaire, c'est des extraits de données satellitaires, c'est des produits, c'est pas très haute résolution, mais enfin vous voyez bien que c'est ces trois choses-là qu'il faut arriver à modéliser, prévoir. Alors il y a une grande connexité avec la problématique du climat, évidemment, puisque les modèles de climat doivent aussi tenir compte de tout ça. Alors aujourd'hui, le cœur de l'océanographie opérationnelle en Europe, c'est le service environnement marin de Copernicus, donc qui a été délégué à Mercator Océan International, mais c'est assez récent, c'est depuis 2014 que ce service est opérationnel, il y a eu des éléments préopérationnels, et donc la question que j'essaie de traiter aujourd'hui, c'est pourquoi il a fallu attendre finalement aussi longtemps pour qu'on puisse avoir un service d'océan numérique opérationnel alors que la météo avait commencé beaucoup plus tôt. Alors, le service Copernicus, c'est un leader mondial. Ce n'est pas seulement une création européenne pour l'Europe. Il y a une politique des données complètement ouverte, et quand c'est les données, c'est à la fois les observations et les informations issues des modèles de prévision et de surveillance de l'océan. Et ce que vous voyez ici, c'est la croissance en pourcentage du nombre d'abonnés, de souscripteurs aux services numériques. C'est-à-dire pas ceux qui vont cliquer sur le site, mais ceux qui retirent des données pour leurs applications opérationnelles. Donc vous voyez que c'est entre 2016 et 2023, vous voyez la croissance, vous voyez que l'Asie est très intéressée aux produits de ce service, mais aussi les Amériques, et en Europe évidemment ça grimpe aussi. Donc c'est un leader mondial et tout le monde utilise ces données. Alors, qu'est-ce que l'océan opérationnel? C'est pas seulement une capacité de surveiller et de prévoir, mais c'est aussi la capacité d'utiliser ces prévisions et ces informations sur l'état tridimensionnel de l'océan pour fournir des services d'information qui sont adaptés à une demande. Et les demandes sont multiformes. Donc ce que vous voyez ici, c'est une figure d'une publication de European Marine Board sur la valeur des observations. Vous voyez que les chaînes de la valeur, comme en météorologie d'ailleurs, part de l'observation, par ce modèle, puis au service, et puis la valeur, elle est créée par des décisions, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient publiques, et donc toute la valeur socio-économique relève de ce genre de chaîne de la valeur. Donc, surveiller et prévoir, pour prévoir il faut surveiller, ça va de pair, et utiliser ces informations pour les adapter, pour fournir des services d'information adaptés à des besoins qui sont souvent très, très variés. Alors c'est ce qui explique cette planche, donc c'est les chaînes de la valeur, parce que vous voyez qu'il y a une très grande diversité à droite. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'observation, et je vais y revenir. L'océan numérique, ça c'est les bassins, vous voyez avec des numéros, c'est les bassins sur lesquels le service Copernicus produit des prévisions et des surveillances. Alors, il y a aussi l'échelle globale. Donc, global, c'est 1/12e de degré, la résolution aujourd'hui. En Méditerranée, c'est 1/24e, et on va doubler ces résolutions dans les 5 à 7 années qui viennent. Et puis, à droite, effectivement, c'est tous les types d'applications. Alors les politiques de la mer, bien sûr, la sécurité maritime, la défense, la gestion des pollutions, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, le transport maritime, 80% des échanges mondiaux se passent par la mer,
Les énergies et les câbles. Les câbles, 93% des données sont échangées à travers des câbles sous-marins. Les ressources marines, alors c'est la pêche bien sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. Et puis il y a toute une problématique qui est liée aux extrêmes, à la préservation de la biodiversité marine, au climat, et puis à la gestion côtière. Et enfin, ne l'oublions pas, des applications qui relèvent de l'innovation et de la recherche, de la création de nouveaux services, et ça c'est le propre d'un domaine qui est très nouveau. Donc depuis 2014, il y a des informations générales qui peuvent être utilisées pour créer de nouveaux services. Et donc la chaîne de la valeur, c'est tout ça, et bien sûr, je vais aborder la relation entre les observations et les modèles, pour vous montrer à quel point il y avait une impasse sur l'observation et comment l'Europe a su éliminer cette impasse. Alors, avant, les enjeux, alors ça c'est une figure qui est extraite d'un rapport de l'OCDE de 2016. On parle beaucoup d'économie bleue, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça. On a d'abord parlé d'économie bleue pour parler d'industrie, et puis on s'est aperçu que, c'est un peu ce papier qui le rappelle, bon, vous avez en bleu les industries au sens large, la pêche, etc. Mais vous avez aussi les services écosystémiques marins avec le capital marin qui ont des interactions étroites. Enfin, les stocks de poissons et la pêche, évidemment, quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de pêche. Et donc il y a aussi une valeur économique de tout ce pilier de droite qui ne relève pas du marché, mais qui est absolument nécessaire pour les activités économiques. Et qui fait l'objet de valorisation quelquefois assez surprenante. Alors dans l'Union européenne, la valeur créée par le pilier industriel, c'est 71 milliards d'euros par an, c'était en 2021. Alors j'ai rajouté à cette figure ce que vous voyez en rouge, les deux pastilles. La sécurité maritime, alors avec toujours le problème safety and security, pour le traduire en français c'est toujours compliqué, enfin bon, tout le monde comprend ici ce que ça veut dire. Il faut bien sûr que la sécurité et la maritime soient garanties pour que l'industrie puisse prospérer. Pensez à la Baltique en ce moment. Enfin, en ce moment, on comprend très bien ces choses-là. Ça ne relève pas du marché, souvent, c'est souvent du régalien. Mais les services numériques servent aussi en appui à ces missions régaliennes. Et puis, il y a le changement climatique, qui est d'une grande complexité aussi, qui peut impacter les industries, mais les industries ont un impact aussi à travers les émissions. Le changement climatique peut faire que les stocks de poissons vont se déplacer. Enfin, vous voyez toute la complexité de cette affaire-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les services d'océan numérique vont à la fois aider à accroître l'efficience des industries marines, mais aussi à préserver ce qui est leur matière première, mais ce qui est aussi utile à l'humanité et à la société, disons. C'est le deuxième pilier de l'économie de l'océan, selon l'OCDE. Et au milieu de tout ça, l'océan joue un rôle important dans le changement climatique, mais le subit également, et donc il y a des interactions importantes, et ces services sont aussi là pour documenter ces interactions et leurs implications. Alors pour avoir une idée, voilà la répartition sectorielle de ces fameux abonnés que j'ai montré tout à l'heure du service Copernicus. Alors, et vous y trouverez effectivement les deux piliers de l'économie de l'océan, c'est-à-dire les aspects gouvernance, enfin ça c'est l'aspect régalien, après les aspects industriels, mais aussi les aspects biodiversité marine. Alors il y a un lien étroit entre la biodiversité marine et les systèmes, les services écosystémiques. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est assez équilibré, mais que vous avez beaucoup de choses sur le climat et l'adaptation, qui sont quand même des sujets importants, mais qui touchent l'ensemble de l'économie de l'océan. Alors quels sont c'est un exemple de service, mais en fait c'est aussi un exemple de leadership, c'est-à-dire que depuis
C'est la 8e édition du rapport Copernicus sur l'état de l'océan. Ce genre de rapport n'existait pas en Europe et n'était pas reconnu. Et en fait, depuis l'existence de ce service Copernicus, il y a un rapport tous les ans qui décrit l'état de l'océan sous l'effet du changement climatique. Il est beaucoup question de vagues de chaleur marine, puisque les vagues de chaleur marine ont un impact assez dévastateur sur les écosystèmes. Et donc, ce que vous voyez à droite, c'est une carte d'alerte de surveillance des vagues de chaleur marine produites par le service Copernicus. Donc, c'est pour mettre en rapport des choses qui sont un peu temps réel, et puis une vision plus globale sur l'état de l'océan. Alors, la prise de décision, je suis revenu sur celle-là, c'est Fukushima, en 2011, donc c'est pas le service Copernicus encore, mais c'est son précurseur. Et ce que vous voyez, c'est une simulation de particules qui proviennent de... Alors, c'est une simulation, qui montre que ces particules, ces radionucléides, sont piégées dans le courant Chibo pendant une période de 3 ans. Vous vous souvenez que la Chine a stoppé ses importations de poissons jusqu'à ce que récemment, d'ailleurs, le Japon dise que c'était possible. Et donc vous voyez le genre, j'aurais pu vous montrer des pollutions à hydrocarbures, mais celle-ci est très intéressante et c'est quelque chose qui a été demandé de façon urgente lors de cette catastrophe. Alors, l'apport de l'océanographie opérationnelle, c'est aussi un apport aux prévisions couplées. Je n'ai pas beaucoup détaillé sur ce sujet, mais on pourra y venir si vous avez des questions. C'est-à-dire des prévisions qui utilisent un modèle couplant l'océan, l'atmosphère, les glaces de mer, et c'est le cas du centre européen. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une comparaison c'est une prévision couplée d'un cyclone. Ce que vous voyez, c'est la température de surface de la mer. Dans la prévision non couplée, vous voyez la trajectoire du cyclone, qui était assez bien prévue d'ailleurs. Mais à droite, vous voyez que la température s'est refroidie dans le sillage du cyclone. Et ça, c'est le fait des interactions océan-atmosphère. Et ce qu'on ne voit pas ici, c'est que l'intensité du cyclone est plus faible dans la prévision couplée et plus réaliste que dans la prévision non couplée. Alors, il y a de très nombreux exemples. Et ce type de prévision va se développer à plus fine échelle, en particulier en Méditerranée et ailleurs. Alors, si on se pose la question, maintenant je vais revenir un petit peu en arrière et faire un peu l'histoire de ce développement. Pourquoi on a réussi pourquoi on n'a pas pu développer plus tôt l'océanographie opérationnelle et pourquoi on a réussi à la développer dans la dernière décennie. Alors, la prévision... c'est des millions de paramètres sur un modèle numérique, mais on peut ressembler ça, c'est l'atmosphère, mais peu importe, c'est aussi l'océan. Donc vous avez une trajectoire de l'atmosphère réelle que vous ne connaissez pas, et vous avez un modèle numérique qui est capable, à partir d'un état initial, de vous donner une trajectoire s'il n'y a pas de nouvelles observations, cette trajectoire, elle s'écarte de plus en plus de celle de l'atmosphère réelle. Et c'est là que l'observation intervient. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un instant initial T0, on a des observations très récentes et on va essayer de contraindre la trajectoire du modèle pour la rapprocher des observations en tenant compte des erreurs des observations parce qu'elles sont entachées d'erreurs. Et donc ça donne ça sur cette fenêtre antérieure, donc il y a un ajustement de la trajectoire et à partir de là, vous allez pouvoir prévoir, le modèle est prédictif, une trajectoire prévue qui est évidemment beaucoup plus proche de la réalité que s'il n'y avait pas eu d'observation. Et on peut mesurer la réduction d'erreurs apportée par les observations, par des techniques numériques. Alors l'océan, c'est quand même très compliqué, et vous comprendrez tout de suite en voyant cette planche. En haut, vous avez un modèle d'océan à résolution 1/50e de degré. C'est la résolution qu'il faut pour représenter proprement l'océan dans ses 3 dimensions. C'est un papier de recherche assez connu de 2017. Et en dessous, vous avez une vraie prévision météorologique qui est faite avec de l'intelligence artificielle d'ailleurs, qui est faite par le Centre européen. Et vous voyez les différences d'échelle. Donc vous voyez le défi d'observation de l'océan en termes d'échantillonnage spatio-temporel par rapport à l'atmosphère. Donc, bon, quand on passe de 1500 km pour l'atmosphère, on est à 50 km ou moins, et encore moins quand on monte en latitude, pour l'océan. Donc il faut échantillonner
Et le seul espoir, c'est à peu près les satellites si on s'intéresse à l'échelle globale. Mais il y a une deuxième difficulté, c'est que contrairement à l'atmosphère, l'océan est opaque au rayonnement électromagnétique. C'est-à-dire que les satellites ne peuvent pas voir sous la surface. Alors que dans l'atmosphère, on peut sonder l'atmosphère sur la verticale, ce qui est quand même très intéressant. Donc, il y a une double difficulté. L'échantillonnage spatial, alors, du point de vue temporel, l'océan va beaucoup moins vite en général que l'atmosphère, et ça, c'est une facilité. Et puis, deuxième difficulté observée sous la surface par des satellites. Alors l'espoir, c'était de mesurer des variables de surface qui racontent ce qui se passe sous la surface. Et c'est ça la clé pour contraindre les modèles, selon ce que je vous ai présenté avant. Alors, c'est les Américains qui sont tout de suite attaqués à ce problème, à cette question. Que mesurer avec des satellites qui racontent un peu ce qui se passe dessous. Alors, il y a eu un satellite CISAT qui a été lancé en 1978, qui a duré 3 mois. Il y a eu un court-circuit général au bout de 3 mois. Mais on a quand même eu un peu de chance, c'est-à-dire que ce satellite a volé pendant une grande campagne océanographique qui s'appelait JAZING, au large de l'Europe d'ailleurs. Et ce satellite, je vais vous le montrer, embarquait un certain nombre de radars, pas que des radars, mais 3 radars, donc un altimètre en grande calue, et ils ont pu montrer qu'on pouvait mesurer la vitesse du vent et la hauteur des vagues, mais aussi et surtout la topographie de surface de l'océan, c'est-à-dire la forme de la surface. Et c'est ce paramètre qui est lié, qui raconte un peu ce qui passe sous la surface, et je vais y revenir. Ensuite, ils ont mis en place, il y avait aussi un diffusiomètre, un autre radar, mais celui-là plus... donc ici vous voyez à droite, en fait c'est la topographie de l'océan, mais c'est de la variabilité. À l'époque, on était, en gros, c'est l'intensité des tourbillons sur le Gulf Stream, c'est en noir, c'est des rapports historiques qu'on trouve un peu. Pour le vent, vous voyez ces pâtés un peu grossiers. Il y avait il y avait 4 antennes, mais bon, il y a une ambiguïté directionnelle sur le vent, mais c'est lié au capillaire, c'est-à-dire la réflexion du signal radar par des ondes de quelques centimètres qui se répondent directement au vent, donc c'est une mesure indirecte. Et puis un radar à synthèse d'ouverture, donc ça c'est plus classique maintenant, de résolution à l'époque d'une 50aine de mètres à 100 mètres. Et là, on voit les glaces de mer dans l'Arctique. On peut aussi extraire des caractéristiques des vagues. Donc, un satellite extrêmement novateur qui démontre à peu près tout. On est en 1978, et donc on se dit qu'il n'y a plus qu'à. On va pouvoir avancer et développer des systèmes opérationnels. Alors, je reviens sur l'altimétrie et la topographie dynamique, donc ce fameux paramètre qui raconte un peu ce qui se passe sous l'eau. En fait, ça c'est le principe d'une mission altimétrique. Vous avez un satellite dont l'orbite est extrêmement bien connue grâce à des systèmes d'orbitographie de précision par rapport à un ellipsoïde de référence. Et puis vous avez une mesure du temps, en fait, altimétrique entre la surface, le radar émet un pulse radar. Et donc en déduisant, en faisant la différence, on a alors une différence entre le niveau de la mer et l'ellipsoïde, mais si on connaît le géoïde, et l'altimétrie permet aussi de reconstruire un peu le géoïde, on a cette fameuse topographie dynamique, qui est en fait la partie du niveau de la mer qui est liée à la dynamique de l'océan. Alors, comment ça s'exprime? Ça, voilà. Ça, c'est un tourbillon anticyclonique qui est plutôt chaud. Donc, vous voyez, cette espèce de... Ici, il est bombé. Et donc, c'est ça qu'on va mesurer. On va caractériser ces tourbillons. Et en fait, ça raconte beaucoup de choses de ce qui se passe en dessous. Enfin, beaucoup, ça... C'est très lié à la circulation qui est en dessous, et ce que vous voyez, c'est ce qui se passe en dessous, avec une vitesse verticale, le phytoplancton, et puis la chaîne alimentaire. Donc, la mesure de la topographie dynamique par altimétrie radar, c'est le point de déblocage. Alors, une fois qu'on a trouvé une technique de mesure, qu'on a un peu bien qualifiée en termes d'erreurs, comparée à des campagnes, etc., qu'on a compris aussi ses faiblesses,
il s'agit de passer au stade opérationnel. Alors ça, c'est quand même pas tout à fait simple, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. D'abord, ça veut dire qu'on a un système qui est exploitable par un service d'information qu'il a fallu développer en parallèle. Et vous allez voir que ça s'est fait dans le cadre européen. Il faut des produits d'observation dont on connaît les erreurs, c'est absolument essentiel. Dans les modèles, si on ne connaît pas les erreurs d'observation, on fait des bêtises. Il faut qu'elles soient disponibles en temps utile. Alors, je ne dis pas temps réel, parce que le temps réel n'est pas le même temps réel que pour la météorologie. C'est pas 3 heures, c'est quelquefois 3 jours. Mais c'est absolument indispensable. On sait que ça va avoir un impact sur le service qu'on rend. Et surtout, les 2 derniers points, et c'est là-dessus que je vais un peu insister, il faut qu'il y ait une garantie de disponibilité. Il ne faut pas qu'il y ait le système... typiquement, c'est 95% de disponibilité, un système opérationnel. Et puis, il faut une garantie de continuité. Et ça, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut un engagement sur une série de satellites. Pas des décisions au coup par coup qui sont toujours soumises à des aléas politiques ou autres, parce qu'il faut quand même bien... c'est cher, ces choses-là. Donc, c'était ça le défi. Donc, 6 sat, démonstration de concepts et de techniques d'observation, et il restait donc à passer à ce stade-là. Alors, ça ne s'est pas passé très rapidement, mais les Américains avaient quand même bien anticipé le sujet, puisqu'ils avaient... En 85, ils étaient en train de développer ce satellite qui s'appelle NROS. C'est la Navy qui était chargée de faire la suite. Et ce que, bon, vous ne voyez pas bien, mais j'ai pas de pointeur, donc je ne peux pas vous montrer. Mais la grande antenne, c'est un radiomètre. Les 6 antennes stick, là que vous voyez, c'est le diffusiomètre. Il y a un radar et un altimètre. Je ne crois pas qu'il y avait pas de ça, je crois pas. Enfin, ils sont prêts, seulement les coûts explosent. Et en 85, l'administration Reagan dit stop, le programme est abandonné. Donc c'est un coup d'arrêt, au moins pour un certain temps. Et en même temps, la même administration Reagan lance une initiative internationale qui prendra le nom de Freedom, qui est la station spatiale que vous connaissez aujourd'hui. Elle était plus ambitieuse que celle d'aujourd'hui, et des plateformes polaires qui sont supposées être desservies par la navette spatiale. C'est-à-dire des grosses plateformes qui vont durer 15 ans, qui vont peser 15 tonnes ou plus, et les astronautes vont venir changer les instruments avec leurs gants sur ces plateformes. Et donc c'est une initiative internationale, c'est-à-dire que tout le monde est invité, alors tout le monde libre à l'époque, c'est-à-dire pas l'Union soviétique, tout le monde est invité à y participer dans ces différentes composantes. C'est-à-dire que c'est une infrastructure internationale sous pilotage américain et toutes les puissances spatiales sont invitées à y participer. Et cette initiative est confiée à la NASA. Alors là-dedans, il doit y avoir ces plateformes polaires, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire qu'elles vont, c'est des observateurs permanents, et elles vont être capables d'embarquer tous les instruments qu'on voudra, les instruments météorologiques, océanographiques, etc. Donc, la question qui se pose immédiatement, on va mettre les instruments qui étaient prévus sur ANROS, on va les mettre sur cette merveilleuse infrastructure. Et puis, du côté, en même temps, au même moment, les Américains disent aux Européens et aux autres, on est les seuls à fournir des observations météorologiques sur l'orbite polaire, on voudrait partager le fardeau. Et donc, il y a des discussions qui se font aussi avec les Européens pour pouvoir la même météorologie sur ces plateformes polaires servir d'orbite. Alors là, la NOAA comprend très vite que c'est une impasse, d'abord que ce n'est pas les bonnes orbites, que la desserte va, vous vous souvenez de la disponibilité, donc il y a un rapport qui va au Congrès, et la NOAA, dès 86, réussit à se sortir de ce guêpier. Mais l'Europe s'engage dans le guêpier. En 1988, il y a signature d'un accord intergouvernemental avec les États-Unis, donc c'est des États européens, et dont la France. Avec la PPF, c'est une plateforme polaire, un satellite de 15 tonnes, mais il n'y a que la plateforme. Et la mission qui va avec, c'est Polem, qui comprenait la météorologie et tout le reste. Et puis il y avait Hermès, et puis il y avait le module Columbus qui lui a subsisté. Donc ça, c'était en 88. La météo a réussi à se sortir du guêpier.
6 ans après la NOAA, METSAT a obtenu de l'ESA de séparer la charge utile météorologique, de faire un satellite météorologique dédié METOP, qui vole aujourd'hui, de la séparer de cette grosse plateforme polaire qui est devenue Envisat. Parce que la plateforme polaire, c'était trop tard pour l'arrêter. Elle était en cours de développement, donc il fallait l'utiliser. Et ça, c'est grâce à André Legault qui a dit non. Mais il était à peu près le seul. Au conseil de METSAT, il fallait l'unanimité, et il a dit, moi, je ne financerai que si on se sépare. Parce qu'il voulait une série de satellites METOP, et il n'y a jamais eu de série de satellites Envisat. 1994, la NASA, les Américains arrêtent les plateformes polaires. Elles ont été découplées de la station spatiale, mais elles sont arrêtées et on ne parle plus d'observation permanente. Il va rester un programme NASA qui s'appelle EOS avec 3 satellites de taille beaucoup plus réduite, qui seront des très bons satellites d'ailleurs, mais sans suite opérationnelle. Et parallèlement, c'est l'administration Clinton, si ma mémoire est bonne, qui finance, qui dit l'opérationnel, ce sera la défense et la NOAA en même temps, c'est le programme NPOSE. Et donc en 1994, on repart dans une autre perspective opérationnelle, donc on s'intéresse à l'océanographie, mais là on vit 2006-2009. Mais ça aussi c'est un échec, et l'administration Obama met un terme au programme, après avoir dépensé 5 milliards, parce que en fait les militaires et les civils ne savent pas travailler ensemble. Et c'est explicite dans la directive d'Obama qui est publique. Donc vous voyez, c'est l'histoire d'une impasse aux États-Unis qui a entraîné l'Europe un certain temps, mais dont l'Europe va se dégager. Alors ça, c'est l'illustration, c'est un document qui a été présenté au Congrès américain. C'est le concept de la plateforme polaire. Donc vous voyez EOS-1 et EOS-7 qui ont été des satellites européens et canadiens qui étaient supposés être intégrés dans la plateforme polaire. Et puis en haut, vous voyez Andros, et puis Topex, sur lequel je vais revenir. Donc voilà cette l'histoire d'un échec. Alors ça, c'est l'illustration de l'échec. C'est les radars à synthèse d'ouverture. Vous voyez en gros ce qu'a été le programme européen. ERS, Envisat, Sentinelle, c'est Copernicus. Les Canadiens ont été opérationnels plus vite que l'Europe sur ce type de mission. Mais ils étaient participants au programme ERS et ils ont tiré les marrons du feu pour faire leur propre programme. Et vous voyez les États-Unis, une expérience de 3 semaines sur le Shuttle, et puis un radar qui n'est pas encore lancé avec les Indiens. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors c'est l'Europe qui a relevé le défi préopérationnel. Mais il faut quand même rendre aux Américains que c'est un peu grâce à eux. C'est-à-dire que le seul satellite qui a suivi, c'est Geosat, un satellite de taille moyenne assez expérimental fait par un laboratoire qui est l'APL, et qui a fonctionné 10 ans. Mais 10 ans, dont 5 avant l'arrivée des satellites européens, sur lesquels je vais revenir, ce qui a permis aux utilisateurs de développer des prototypes d'applications, de modèles et d'assimilation des données, comme le schéma que je vous ai présenté. Et puis, n'oublions pas que la NASA a donné accès à toutes les données CISAT et a donc permis à la communauté scientifique européenne de se préparer à ces nouvelles missions. Alors, les satellites préopérationnels sont là. Pourquoi ils sont préopérationnels? Parce que c'est des décisions au coup par coup. C'est-à-dire quand on a décidé ERS-1 à l'ESA, on n'était pas sûr qu'il y aurait un ERS-2, mais en fait on l'a décidé. Alors Topex Poséidon, c'est une coopération NASA-CNES, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de programme opérationnel de sonographie aux États-Unis, pour des raisons que j'ai expliquées, mais la NASA, pour des besoins de recherche, avait la capacité de faire des missions scientifiques, et elle a coopéré avec le CNES. Pourquoi elle a coopéré avec le CNES? Parce qu'il y avait tellement besoin d'argent pour la station spatiale et pour faire ce qui restait du programme que j'ai présenté, qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Et donc la seule façon de faire Topex, qui était le nom américain, c'était de faire Topex Poséidon avec les Français. Et les Français étaient bien contents, bien entendu. Donc ça commence en 1991, et ça a duré jusqu'en 2012 avec Envisat. Jason a duré très longtemps. Mais donc ce sont des missions préopérationnelles. Il n'y a pas un engagement d'une série, mais il y a eu le courage d'un certain nombre de décisions successives qui ont permis de maintenir la flamme et de développer les applications.
Alors, quelques mots sur ERS. ERS, c'est vraiment une suite opérationnelle de CISAT. C'est-à-dire qu'on va y retrouver les mêmes instruments, avec des compromis, je vais y revenir. Donc, un SAR, un radar diffusiomètre pour le vent, un radar altimètre, un système d'orbitographie précise, et puis un instrument optique qui s'appelle la TSR qui faisait de l'infrarouge. Alors, l'Europe a fait l'effort de définir des objectifs de performance quantifiés pour ces instruments, ce qui n'était pas le cas des États-Unis. On était sur CISAT, c'était une démonstration de concept. Et surtout, service de produits en temps réel. Ça, c'était très innovant à l'époque. C'était destiné à la météorologie, c'est-à-dire pour les champs de vent sur l'océan en 3 heures, mais en fait, très vite, on y a rajouté des produits altimétriques pour l'océan. Alors, des concepts originaux, le SAR en mode vague, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en fait, le satellite était capable d'observer des petites vignettes et de calculer des spectres, des spectres des vagues. C'était assez intelligent parce que ça réduisait beaucoup le volume de données et ça donnait directement accès à des produits sur les vagues. Alors l'inspirateur de ça, c'est Klaus Hasselmann, qui a eu le prix Nobel depuis, pas pour ça. Alors il y en a un point faible, c'est l'orbitographie de précision. Vous vous souvenez, l'altimétrie, précision d'orbite, on fait la différence entre le temps de trajet du radar et l'orbite n'était pas très bonne. Mais avec ERS2, qui a été décidé après, 10 ans d'observation, donc là on a... Et puis en VISAT, suivra. Et on rajoutera la couleur de l'eau. Alors voilà, les petites vignettes noires, c'est là-dessus qu'on mesurait le spectre des vagues. Enfin, c'est très déformé, mais enfin, il y avait une information sur le spectre des vagues, direction, période, etc. Et vous voyez que sur CISAT, il y avait 2 fauchés. C'est-à-dire on mesure à droite et à gauche du satellite. Ici, ça n'en est qu'à droite. Pourquoi ? Parce qu'on avait une plateforme qui était petite, qui était la plateforme Spot, en fait, Spot 1. Et en fait, on avait des problèmes financiers aussi, donc on a choisi un instrument qui faisait à la fois le SAR et le diffusiomètre. Et on a choisi une fréquence intermédiaire entre celle du SAR sur CISAT et celle du diffusiomètre. Donc on est parti en bande C. Mais on n'était pas trop sûr que ça marcherait pour le vent, mais en fait ça a assez bien marché. On a fait tout un tas de campagnes aéroportées et ça a marché. Et ça a marché, et à tel point que les données ont été disponibles en temps réel par les services météorologiques, ont été utilisées. Et ça a conduit l'Europe, à travers le METSAT, c'est aussi une histoire assez longue, mais d'embarquer un diffusiomètre cette fois de bien meilleure performance, avec, vous retrouvez les 2 fauchés le long de part et d'autre de la trace au sol, qui fournit des champs de vent à haute résolution. Et là, on est opérationnel, parce que METOP, c'est une série de 3 satellites. Et puis, il y a une nouvelle génération après. Donc, en fait, l'Europe a très vite, c'est en 94, si ma mémoire est bonne, a très vite décidé de transférer la diffusiométrie pour le champ de vent à l'opérationnel. Donc ça, c'était ERS, le temps réel, la suite opérationnelle de CISAT, et puis Topex-Poséidon. Topex-Poséidon, c'est de l'altimétrie seulement, il y en avait sur ERS, mais c'est la haute précision. Et c'est une mission entre la NASA et le CNES, qui a été lancée en 2012. L'inspirateur de cette mission, c'est en France en tout cas, c'est Michel Lefebvre, que vous voyez ici en élève officier de la marine marchande, parce que s'il était de la marine marchande, et il s'est mis à la géodésie spatiale, et puis il est devenu, ça a été l'inspirateur de cette mission, et surtout l'animateur de cette équipe scientifique avec un collègue américain, d'ailleurs il y a des gens qui se reconnaîtront ici, et en fait qui ont beaucoup travaillé pour travailler sur tous les postes d'erreur de cette mission. Et en fait, l'objectif, c'était d'avoir une mesure de 13 cm instantanée, et on a fait 2 cm. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'on a pu... C'était pas fait pour surveiller le niveau moyen des mers. C'était fait pour mesurer la topographie, des courants de grande échelle, le Niño, etc. Et en fait, on est arrivé à des précisions en moyenne globale du millimètre par an. Et donc, c'est ce que vous voyez depuis 1993, c'est le début
Après, on a intégré d'autres mesures de satellites altimétriques, et ça permet de suivre le niveau moyen de la mer et ses variations et d'essayer de les expliquer. Donc, ERS, mission avec du temps réel, mission suite préopérationnelle de CISAT, et TOPEX, la haute précision. Alors avec des orbites très différentes. Donc vous avez en blanc l'orbite de TOPEX qui se répète tous les 10 jours et qui est à assez grande échelle. Donc vous voyez, c'est pas pour les tourbillons des hautes latitudes, mais c'est plutôt pour surveiller les variations rapides dans l'océan tropical. Et puis ERS2, c'est ERS2 en bleu, c'est tous les 27 jours si je mémoire est bonne. Donc avec ça, sachant que l'océan bouge moins vite que l'atmosphère, eh bien vous voyez en fond derrière, on arrive à échantillonner à peu près correctement la circulation océanique. Alors le même Michel Lefebvre, voyant que ces satellites préopérationnels avaient fait leurs preuves, mobilisé la communauté, s'est dit qu'il fallait passer à l'opérationnel les services de prévision. Et donc il a invité toute la fine fleur de l'océanographie française, là, il y a Pascal Delecluse là, qui est dans la salle, à la Chapelle-au-Bareil en Dordogne, pour dire ben voilà, il faut réfléchir, maintenant il faut transformer l'essai, il faut que la communauté de recherche et les opérationnels, le CHOM, Météo France et d'autres, travaillent ensemble pour réaliser un système de prévision opérationnelle. Et en 2005, c'est là qu'on a créé Mercator Océan, qui était d'abord un GIP, enfin bon, c'est une longue histoire. Et voici la première photo, la première prévision globale opérationnelle de Mercator en 2005, donc 10 ans après. Et les communautés de recherche et opérations se sont mis d'accord, ça n'a pas été simple, mais ça s'est très bien passé finalement. Et vous voyez qu'il y avait une moyenne d'âge intéressante. Alors, il y a une deuxième révolution, autre que les satellites dans l'observation de l'océan, c'est le réseau de flotteurs Argo. C'est des flotteurs qu'on déploie en mer, qui plongent, qui restent, qui se déplacent, qui suivent le courant, mais qui remontent et qui mesurent le profil de température, de salinité, d'oxygène, de tout un tas de choses jusqu'à 2000 mètres et bientôt jusqu'à 6000. Donc ça, c'est l'information détaillée sur la verticale qui manquait, mais pas à l'échelle des tourbillons, à grande échelle, des échelles au-delà de 1000 km. Donc ça a été la deuxième révolution, et malheureusement, il n'y a pas encore de financement opérationnel pour ça, et c'est très très dommage, et c'est un risque. Alors, donc, satellite préopérationnel, prévision préopérationnelle, l'affaire commence à prendre corps, mais il n'y a toujours pas d'engagement pour des programmes, des séries de satellites. Et donc c'est le problème. Alors en 1998, il y a une réunion à Baveno, en Italie, où les agences spatiales se réunissent, et puis ils disent il faut passer à l'acte, il faut créer une initiative européenne, et le mot européenne est très important, pour passer à l'opérationnel, non seulement l'océan, mais d'autres mesures depuis l'espace. Et donc il y a ce manifeste de Baveno pour une nouvelle initiative européenne, et ce qui est très important, c'est ça. C'est que c'est avec la bénédiction, la complicité de la Commission européenne, ce qui est assez rare, puisque une nouvelle initiative... Alors, tout le monde savait que ça ne pouvait pas se faire sans un engagement pérenne de financement communautaire. Les agences spatiales étaient incapables de le faire et n'avaient pas la vocation pour le faire, puisque ce sont des agences de recherche et développement. Alors, ici vous avez Gérard Brachet, et ça je ne sais plus qui c'est. Ici c'est Herbert Allgaier, qui était de la commission au JRC et à qui on doit beaucoup cette initiative. Seulement on est en 98 et la commission, l'Union européenne n'a pas le cadre juridique pour s'engager dans un programme spatial. Alors en fait, il y a eu deux percées institutionnelles qui ont permis de passer à des satellites opérationnels et même à des services opérationnels, vous allez le voir. La première, c'est l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention de METSAT. Donc METSAT a été créé pour financer et exploiter des satellites, des séries de satellites météorologiques, et dont embarquant le diffusiomètre dont je vous ai parlé.
mais ne pouvait pas engager des programmes facultatifs, c'était que des programmes obligatoires, c'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde se mette d'accord sur les besoins et tout le monde contribuait en fonction de son PNB, ni de programme pour compte de tiers, c'est-à-dire un programme qui aurait été financé par un tiers, mais répondant aux objectifs de l'organisation. Donc cette nouvelle convention le permet, pour traiter des problèmes de climat, etc. Et donc, c'est grâce à cette convention que EUMETSAT, bien avant que Copernicus puisse émerger, et je vais y revenir, a pu s'engager financièrement à participer au programme Jason 2. Alors Jason 2, il y a eu TOPEX Poséidon, la NASA et le CNES ont décidé Jason, qui était un petit satellite qui faisait la même chose, mais avec un schéma de coopération différent. Mais il fallait trouver des partenaires opérationnels pour Jason 2 et commencer à financer opérationnellement. Ce qu'a pu faire Jason EUMETSAT avec la NOAA. Vous vous souvenez, celle qui était à droite et qui est... Et puis, programme pour compte de tiers, ça a permis à EUMETSAT de devenir l'exploitant de satellites océanographiques financés par la Commission européenne ou cofinancés entre EUMETSAT et la Commission européenne. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Mais c'était très important parce que Jason aurait pu s'arrêter. Et l'autre, c'est le traité de Lisbonne. Alors il y a ratifié en 2009. Alors c'est assez compliqué, mais il y a un article qui donne une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres, compétence spatiale, avec la possibilité d'un programme spatial, pas l'obligation. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu Galileo et Copernicus. Et donc c'est grâce à ce traité que l'Union européenne a pu s'engager. Alors c'était un long chemin difficile, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, ça a pris du temps. Mais c'est ces deux personnes institutionnelles qui ont créé un cadre pour financer des séries de satellites pour l'observation de l'océan en particulier. Alors ça c'est les discussions sur Jason 2 entre EUMETSAT et la NOAA, et la NASA et le CNES. En fait, c'était l'étape décisive, et ça s'est conclu assez rapidement. Et ça, c'est la suite, c'est-à-dire que c'est Copernicus, mais c'est beaucoup plus tard, en 2014, pour tout un tas de raisons que je pourrais... Donc vous avez 3 accords qui ont été signés en même temps. Le financement des satellites récurrents entre l'ESA et la Commission. Le cofinancement de Jason et l'exploitation des satellites entre EUMETSAT et la Commission. Et, là, ça va être notre liste, la délégation du service environnement marin Copernicus par la Commission à Mercator Océan. Donc toute cette chaîne est intégrée. Alors ce qui est très important, c'est de réaliser que la Commission a eu la sagesse, contre des pressions externes, de maintenir le financement de services. Parce qu'elle est, la communauté spatiale, qui est toujours assez gourmande en financement, voulait vraiment tout capter pour en faire le plus possible. Mais la Commission a résisté en comprenant bien que c'était les services qui allaient justifier, qui allaient démontrer la valeur de tout ça. Et donc ils ont tenu bon, sachant que le financement des services était infiniment moins élevé que celui des satellites et des lancements, etc. Et donc voilà ce qui s'est passé pour Jason. Donc vous voyez qu'on est passé à une coopération où EUMETSAT et la NOAA ont rejoint la NASA et le CNES, et puis sur Jason 3, c'est les mêmes, mais la Commission finance les opérations. Donc le programme a été décidé sans financement pour les opérations, c'était un gros risque. Et puis, Sentinel-6, qui est la suite, eh bien c'est complètement intégré, et l'ESA a remplacé le CNES. Donc c'est à la fois une européanisation de ce programme et une opérationnalisation. Alors Sentinel-3, c'est l'autre satellite à vocation océanographique. Donc ce que vous voyez à droite, c'est de la couleur de l'eau, c'est de la mesure de la chlorophylle, du phytoplancton, avec 2 satellites au lieu d'1, donc c'est 2 fois la couverture d'Envisat, qui avait un instrument de ce type. Il y a la température de surface que je n'ai pas montrée, mais qui est aussi. Et puis vous avez 2 satellites altimétriques, 2 altimètres, donc sur chacun de ces 2 satellites Sentinel-3A et B, et donc un échantillonnage supérieur, et vous pensez aux tourbillons de tout à l'heure. Alors, je n'oublie pas Sentinel-1, qui est la mission SAR, qui n'a pas été exploitée par EUMETSAT, mais par l'ESA elle-même,
Et ici, ce que vous voyez, c'est les écroulements de glace de mer, des glaciers qui découlent sur l'Antarctique. Et on voit la ligne d'échouage qui est représentée là-haut. En fait, c'est l'eau plus chaude qui, si elle rentre sous la ligne d'échouage, il y a des mécanismes d'instabilité de la glace. C'est ce qu'on surveille de très près, sachant que la ligne orange que vous voyez qui est indiquée par une flèche, c'est la ligne d'échouage, on sait où elle est. Et donc, c'est aussi très important, en particulier pour comprendre le climat. Alors la suite, il y a une erreur là, peu importe. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un cadre assez dynamique. Vous vous souvenez qu'on est passé de missions de recherche, de démonstration à des missions opérationnelles. Ce qui a toujours été un défi, il y a tout un tas de rapports aux États-Unis sur comment faire, enfin bref, ça a toujours été extrêmement difficile parce qu'il faut trouver des financements en partant de zéro. Ici, le grand avantage, c'est que du fait de l'engagement de la Commission européenne, de l'Union européenne en fait, on peut maintenant passer plus vite de satellites de démonstration qui mesurent d'autres paramètres à des capacités opérationnelles. Et c'est ce qui est en train de se passer. SMOS, c'était un satellite de l'ESA expérimental qui marche encore. On va passer à une version opérationnelle sur des technologies un peu différentes pour mesurer la salinité de surface. Donc ça, c'est un élément qui n'était pas mesuré. Cryosat 2, c'est les glaces de mer. Et donc là, on va passer à cristal. Et à chaque fois, on va avoir une couverture supérieure. Alors SWOT, je vais y venir. SWOT, c'est la prochaine révolution. C'est un satellite NASA-CNES, comme Topex-Poséidon, mais qui est fait de l'altimétrie, mais c'est pas vraiment de l'altimétrie, mais en fait c'est de l'altimétrie à faucher, c'est-à-dire qu'on mesure le niveau de l'océan en cartographie. Je vais vous montrer des cartes, c'est ce que vous voyez à droite. Alors là, vous n'avez pas d'image d'artiste parce qu'il y a une compétition entre deux industriels, et donc on n'a pas de vue d'artiste du satellite. Donc on va passer, ce sont des nouveaux satellites qui vont s'ajouter aux prochaines générations des précédents. C'est-à-dire qu'on a Sentinelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis ce sera 7, 8, 9, et il y en a d'autres qui ne concernent pas l'océan. Alors voilà SWOT. Donc ce que vous voyez ici, c'est une animation. En fait, ce n'est pas un altimètre qui mesure le temps de distance, c'est un SAR interférométrique, c'est-à-dire qu'on travaille sur la phase du signal. Il y a un émetteur, deux émetteurs, mais qui sont reçus deux récepteurs chaque fois, on recombine les phases, et on peut obtenir avec une grande précision la topographie à quelques centimètres près. Mais vous voyez, on a une cartographie sur 2 fois 50 km. Donc ça va tout changer. Et c'est ce que vous voyez à droite. À droite, vous avez, en fait, c'est la fauchée, les deux traces des instruments de SWOT qui sont représentés. Mais les gros pâtés que vous voyez là-haut, c'est ce qu'on sait observer de l'océan avec les altimètres actuels. C'est une constellation qui ne regarde que sous la trace. Quand on cartographie, on voit beaucoup plus de détails, beaucoup plus de cohérence, et surtout c'est instantané. Alors que les autres, c'est des combinaisons temporelles. Alors pourquoi c'est important la résolution? Alors je suis toujours très prudent avec les jumeaux numériques, parce qu'on a tendance à faire croire que c'est un jumeau numérique. En fait, l'enjeu qui est derrière, c'est la haute résolution, et de pouvoir utiliser des modèles qui soient assez réalistes pour simuler l'impact humain. Par exemple, vous prenez un champ d'éoliennes et vous allez simuler les courants autour, les perturbations, vous allez partager l'espace maritime en fonction des impacts, etc. Donc dans le domaine côtier, ça a beaucoup de sens et ça existe déjà. Mais donc c'est une grosse machine en fait c'est une grosse machine qui va coupler des modèles locaux, régionaux, à côtiers. Mais il faut qu'il y ait de la résolution et des réalismes un peu à toutes les échelles. Et SWOT va contribuer à ça. La résolution, le pixel, c'est 2 km. Dans la première carte que je vous ai montrée, je vous ai dit qu'il fallait 1/50e de degré pour représenter proprement l'océan en 3 dimensions vers le Gulf Stream, etc. Et bien, 1/50e de degré, c'est à peu près 2 km. Mais en fait, il y a un peu de bruit et le signal utile est dans une résolution un peu inférieure. Alors voilà un exemple de jumeaux numériques entre guillemets et de scénario. Que se passerait-il ici? Ici, c'est à partir d'un scénario du GIEC.
et d'un certain nombre de données et de modèles. On prend un scénario modéré du GIEC, c'est l'estuaire du Tage, et on va simuler les événements extrêmes, alors durée de retour 2 ans, 100 ans, les plus c'est foncé, plus c'est rare, mais... Et évidemment, il y a un système d'information géographique derrière, c'est sans adaptation, donc il y aura aussi des scénarios relatifs s'il y a de l'adaptation, etc. Et donc, ce que vous voyez, c'est ce qui se passerait dans le climat de 2055 et 2090 sans adaptation. Et ça, c'est un niveau numérique d'une certaine façon. Et évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est des articles assez récents, tout ça. Alors, ce qu'apporte SWOT, ça c'est plus clair. Bon, voilà les satellites actuels, Sentinel-3 et Sentinel-6. Donc, vous voyez, c'est 7 jours. Avec Sentinel-3, nouvelle génération topographie, parce qu'on a séparé l'altimétrie du reste. Et ben, en 7 jours, il n'y a plus de trou. Et on voit tous les détails. Et ça, la démonstration est faite par SWOT avec un seul satellite. Ça, c'est 10 jours. Et vous voyez que, bon, on remplit, on couvre l'océan très rapidement. Donc, on a aussi beaucoup plus de données à ingérer dans les modèles. Alors, pour les satellites autres que SWOT, que Sentinel-3 NG topographie, donc ça c'est cristal, bon c'est la salinité, l'épaisseur des glaces de mer les plus épaisses, bon c'est un peu compliqué parce qu'il faut combiner différentes missions, mais c'est de nouveaux paramètres auxquels on va avoir accès. Sachant que l'épaisseur des glaces de mer c'est très important pour la prévision météorologique, saisonnière et pour la navigation, c'est clair. Donc voilà, je termine, donc que peut-on retenir? Que l'altimétrie radar par satellite a fait sauter le verrou de l'observation opérationnelle de l'océan bleu global, mais il faut passer par l'océan bleu pour pouvoir traiter l'océan blanc et l'océan vert, que le succès des satellites opérationnels européens doit beaucoup aux Américains, c'est clair, que les profils Arago ont été une deuxième révolution de l'observation de l'océan global, mais qu'ils attendent toujours des financements opérationnels pour de très mauvaises raisons, que grâce au traité de Lisbonne, le programme Copernicus a fait de l'Europe le leader de l'océanographie optionnelle, parce qu'ils ont su financer à la fois des séries de satellites et du service, parce qu'on avait une communauté fragmentée comme c'est pas permis, donc ça a eu aussi un effet de ciment, et puis que le cadre institutionnel s'est trouvé en échec aux États-Unis, mais qu'il a été une réussite en Europe, malgré une complexité supérieure. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'il faut rendre au président sa place. Pour la suite des... C'est moi qui conclue, alors... C'est toi qui conclue, oui. Pas bien sûr. Ah oui, peut-être il y a eu... Oui, parce qu'après, il y a des questions. J'adore les questions. Sur ces satellites d'observation, si je comprends bien, les seuls capteurs disponibles, c'est des radars. Non. Alors, non, c'est les radars, c'est l'altimétrie qui a débloqué le verrou. Parce qu'il fallait observer des choses qui avaient un lien avec ce qui est sous la surface, mais dès les années 70, on a eu de l'infrarouge et de la température de surface en dehors des nuages, qui a beaucoup progressé, en particulier par des instruments plus avancés qui sont sur Sentinel-3 aujourd'hui, avec double visée conique qui permettent de mieux corriger l'atmosphère. Il y a aussi des radiomètres passifs dans le domaine micro-ondes. Toutes les images que vous avez vues, où vous voyez les glaces de mer en Arctique, ça existe depuis les années 78, parce que en même temps que CISAT, il y avait SMMR sur Nimbus 7. Ça a continué. Les Japonais, il y a beaucoup de... Donc il y a d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il n'y a pas que des radars, non. Alors, deuxième question, quel est le potentiel d'utilisation du LIDAR en bleu-vert? Alors, d'abord, les lidars sont des instruments très difficiles. Le rendement d'un laser est très faible. Donc, il y a des lidars spatiaux, il y en a quelques-uns. J'ai remis un prix à l'Académie de l'espace vendredi dernier pour Aeolus, qui est le premier lidar Doppler, qui est une première mondiale. Il y a aussi des ICESat, il y a eu pour la topographie des... Alors après, ta question, je suppose que c'est
sur le côtier, sur les équivalents des mesures aéroportées que fait l'IGN, c'est ça la question ou pas? C'est sous l'eau. Oui, oui, non mais c'est ça. On ira, oui, enfin, les Américains y pensent, mais honnêtement il faut une telle puissance que c'est difficile. Alors en côtier peut-être, mais c'est peut-être écraser une mouche avec un marteau pilon, puisqu'on peut quand même faire des choses aéroportées, que j'ai oublié le nom du programme de l'IGN, mais quelqu'un... 3D. 3D, voilà, l'ICTO 3D, c'est ça. Chom, excusez-moi. Oui, donc c'est possible, mais on n'ira pas bien loin quand même. Mais les Américains y pensent. Mais il faut voir qu'en termes de puissance, avec l'AELUS, on est à 100 millijoules et c'est un exploit. Donc la défense a beaucoup travaillé sur des lasers à état solide, proche infrarouge, etc. Mais malgré, aux États-Unis, hein, mais malgré des investissements considérables, ça n'a pas. Donc là, on est sur des lasers néodymiaques classiques, triplés pour faire de l'UV, c'est très bien pour l'atmosphère, mais il faudrait beaucoup plus de puissance pour. Et en Chine, qui travaillent. Alors en Chine, alors oui, on parle peu de la Chine. Les Chinois sont les seuls à avoir un programme de l'envergure de Copernicus, mais ça personne ne le dit. Pas encore sur la qualité des données, mais ça vient. Ils ont des moyens infinis, c'est-à-dire que la Chine a décidé, et le dit haut et fort, qu'elle est numéro 1 dans l'observation de la Terre, et numéro 2 sur le spatial en général. Mais sur les lidars, ils sont pas en avance. Je le sais parce qu'ils ont essayé de contacter Airbus, et bon, on a dû un petit peu freiner les ardeurs. C'est des technologies classifiées, hein, les lasers. Donc, ils n'ont pas de laser spatial aujourd'hui. Voilà. Et en fait, il n'y a que les États-Unis et l'Europe qui ont fait voler des lidars spatiaux. Je pense que les Japonais ne doivent pas être bien loin. Voilà. On utilise quand même ICESat. Oui, ICESat, Pour le calage, hein, ça marche très bien. ICESat, oui, c'est américain. Il y a même ICESat 2 a même plusieurs pinceaux, ce qui est assez original. Non, ça marche très bien, mais ça va pas pénétrer très profond dans l'eau. Les stations polaires qui avaient été projetées, qui pesaient 15 tonnes, avec quel lanceur pensait-on les placer? Mais avec le shuttle, bien sûr. En fait, ça c'est des histoires assez extraordinaires, mais déjà le shuttle avait une... D'abord, tout ça a été... Bon, je vais vous raconter une anecdote. Tout ça a été une vision complète, parce que les orbites visées étaient 800 km. Et bon, vous savez que le shuttle était à 250-300, enfin la station spatiale, et le shuttle ne pouvait pas y aller en fait. Mais on a cru on a vendu... Tout le monde y a cru. Hein. Et pour l'anecdote, le satellite Topex, dans sa version purement américaine, mais avait un grappin, le grapple fixture. Il est resté. Parce que c'était comme ça qu'il y avait un véhicule, il y avait une espèce de vélo de l'espace qui allait chercher le machin, qui le ramenait au shuttle et qui le rentrait. Il faut savoir aussi que la soute de la navette avait été redimensionnée pour embarquer des satellites espions américains Keyhole. Enfin, il y a des choses étonnantes. Hein. En fait, les Américains avaient tout joué sur la navette, ce qui a d'ailleurs fait le succès d'Ariane 4 à l'époque. Hein. Mais c'était la navette, oui. C'était desservi par la navette. Et Hermès, voilà. Bon, sauf qu'Hermès, c'est encore autre chose. Une question au niveau financement. Les abonnés du Mercator, donc quel pourcentage ils payent pour tous ces développements? Rien. Parce que la politique de l'Union européenne et il y a eu tout un tas de discussions sur ce sujet. Vous savez que Spot, les données étaient payantes, etc. Il y a eu tout un tas de discussions sur des conflits qui étaient idéologiques au départ, mais qui sont devenus plus objectifs, qui montrent que le retour économique est nettement supérieur si les données sont librement accessibles. Là où la Commission a fait une erreur, que moi je me suis battu contre cette idée, parce que c'est de laisser la liberté de redistribution. Ce qui fait que les Américains, Google, redistribuent les données de Copernicus, quand même. Et donc,
bon, on se virtualise, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, moi, personnellement, je me suis beaucoup battu, et j'ai convaincu la commission quand même de ne pas leur donner les algorithmes de base. Parce que la commission, elle dit, oh, c'est formidable, j'ai vu leur laboratoire, je dis, attendez, si vous voulez être complètement ne plus exister du tout, allez-y. Donc c'est un débat difficile, mais bon. Et est-ce que vous dites qu'avec les satellites, donc on n'arrive pas à étudier ou avoir des informations au niveau de l'océan, sous l'eau? Ah, on a une signature. En fait, la topographie dynamique, c'est une intégrale de densité. Donc c'est une très bonne contrainte sur le modèle, mais elle n'est pas suffisante, si vous voulez. Vous avez parlé de planeurs, donc les planeurs ils descendent, ils remontent au bout d'un certain temps. Oui, Ils diffusent des données. Ils crachent sur satellite. Ils crachent sur satellite, voilà. Et donc il n'y en a pas assez de planeurs, d'après ce que je sais. Il y en a, non, c'est pas qu'il y en a pas. Alors, il y en a assez, il y en a 4000 aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de financement opérationnel. C'est une infrastructure de recherche. Et donc, bon, on a parlé ce matin en section des difficultés de financement des infrastructures de recherche. Et aujourd'hui, il y a une cible qui a été définie avec les Américains, qui sont aussi une grosse partie de ce programme, c'est l'Europe. Et en fait, il y a une cible qui s'appelle One Argo, avec des flotteurs qui descendent plus bas, jusqu'à 6000 mètres au lieu de 2000, et qui mesurent aussi des paramètres de l'océan vert. Il y en a qui ont été déployés, mais on ne va pas y arriver. Il faut des financements opérationnels. Et le drame, c'est que... Alors moi, j'ai plaidé pour ça, même à contre-emploi, hein, mais le drame, c'est que dans le cas de Copernicus, la position de la Commission, qui se comprend pour le reste, c'est de dire on applique le principe de subsidiarité pour l'observation in situ. Ça va dès qu'il y a une empreinte territoriale, etc. Mais dans l'océan, il est à tout le monde. Là. Et ça, c'est une ânerie. Et il n'arrive pas, on n'arrive pas. Donc on pensait essayer de faire remonter le problème par les Américains. Mais bon, d'abord, ça se présente assez mal maintenant. Parce que par le bas, il n'y a rien à faire. Il faut en faire, parce que ce serait un programme formidable pour l'Europe. Hein. Mais on n'y est pas encore arrivé. Alors à l'UNOC peut-être, mais on essaiera. Dans ce domaine de scénographie opérationnelle, quel est l'état de l'observation, la prédiction et l'information sur les vagues scélérates? Alors les vagues scélérates, alors les modèles sont... L'observation, peu de choses, parce qu'on moyenne toujours. Hein. Mais avec SWOT, il faudra regarder, puisqu'on a 2 km de résolution, vous voyez, au lieu d'avoir juste une trace. Donc, mais par contre, au niveau modélisation, oui, on commence, c'est les interactions courant vague. Hein, et ça, il y a des couplages. On commence à avoir dans le courant des aiguilles ou ailleurs, on commence à faire des prévisions de probabilité d'accélérate, oui, et même ailleurs. Oui. Merci Alain là, pour ce panorama institutionnel qui est passionnant. Est-ce qu'on peut dire maintenant quelque chose sur ce qui se passe en aval, sur l'exploitation, sur... Est-ce qu'il y a un tissu industriel ou une société privée qui se construit à partir de l'exploitation des résultats de ces... Alors, comme je suis en train de faire le dossier pour le prochain programme altimétrique, je me suis posé cette question et j'ai essayé d'en savoir plus. Alors d'abord, ce qui est dommage, et ce que j'ai un peu dit à Pierre Bayrel, c'est que il faudrait que le service Copernicus se donne les moyens de faire des études d'impact économique en aval. Mais pour répondre à ta question, les chaînes de la valeur sont complètement... J'ai regardé toute la littérature récemment là-dessus. Et en fait, les chaînes de la valeur sont complètement multiples et mal caractérisées. Donc, on a beaucoup de mal à mesurer l'impact. Voilà. Mais il y a tout un tas de... Toutes les applications que j'ai montrées, vous avez des use cases sur le site mais tout le monde ne raconte pas ce qu'il fait non plus, hein. C'est comme ça. Donc c'est difficile, à cause de la diversité des chaînes de la valeur et de la difficulté de les caractériser de bout en bout. Mais on le voit, dans l'étude que je fais, on ne peut s'appuyer que sur des proxys, c'est-à-dire sur l'intérêt des utilisateurs, les différentes filières, c'est le camembert que je vous ai montré, et il y a quelques papiers d'impact économique, mais sur des use cases, sur des cas très particuliers. Arriver à agréger les bénéfices socio-économiques, c'est compliqué. Ma question, c'était aussi sur
le développement d'un éventuel tissu industriel, sans forcément arriver à quantifier la valeur, pour les raisons que tu indiquais. Est-ce qu'on voit des sociétés se développer sur des métiers d'utilisation de ces informations? Oui, alors on est entre le public et le privé. Aussi parce que l'observation in situ dans les zones côtières, etc., est assez partagée. Mais oui, évidemment, il y a l'offshore, il y a tout un tas de... Oui, il y a beaucoup de startups aussi. Hein. Alors après, si on regarde aussi la question de la navigation, avec les satellites SAR, etc., il y a beaucoup de prestataires dans les pays nordiques. Hein. Mais c'est compliqué d'aller jusque... Alors, après, il y a quand même des problèmes sur l'instrumentation in situ où on dépend énormément des Américains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations en Europe, mais quand on regarde les capteurs élémentaires, parce que ça aussi, c'est le marché, hein, ça fait partie de... Il ne faut pas voir simplement... Il y a l'information, le service d'intérêt général à une certaine échelle, qui est un encouragement pour aller plus loin et développer des systèmes et des capacités. Même les systèmes de soutien aux campagnes de recherche, du genre véhicules autonomes, etc. Là, il y a des industriels aux États-Unis. Chez nous, ça reste assez public, hein, quand même. Mais il y a beaucoup à faire là-dessus, ça c'est vrai. Mais le tissu industriel, on va le trouver extrêmement diversifié, quoi. C'est toujours pareil. Parce que les chaînes de la valeur sont diversifiées. Dans les applications de l'océanographie opérationnelle, tu as parlé de la pêche au début, lors de ton introduction. Après, tu as donc mentionné qu'il y avait un océan vert, qui faisait partie de ces objectifs de prévision. Jusqu'où on peut aller, à partir de l'océan vert, sur la gestion des ressources halieutiques? Alors, la gestion des ressources halieutiques, ça dépend. L'océan vert, c'est le cycle du carbone, la chaîne alimentaire. Hein. Mais bon, par exemple, les conditions de température sont décisives hein, pour la sardine ou d'autres choses. Là, l'oreille doit être par là. Voilà. Donc, les déplacements, les conditions... alors, évidemment, on ne mesure pas l'oxygène avec les satellites, hein, mais on a accès à un certain nombre de paramètres qui, dans les scénarios what if, on est là. C'est-à-dire voir si les stocks de poissons, si on prend la température de vie et les constitutions d'oxygène, avec tous ces modèles, on peut dire, ben voilà, parce qu'on peut faire des simulations climatiques et dire, ben, les stocks vont monter vers le nord, il y a des choses comme ça. Mais, petite remarque à la Lorraine, oui. Globalement, moins l'océanologie opérationnelle vient aider les pêcheurs, et mieux s'emportera la gestion des pêches. Puisque nous sommes dans une situation où il y a un certain nombre de ressources qui sont surexploitées, où nous avons des flottes excessives. Les rendre encore plus efficaces, ce n'est pas l'endroit où on va investir de l'argent public. En revanche, en matière de contrôle, voilà, oui. Là, il y a un... il y a eu avec Argos, avec l'AIS, etc. Il y a, il faut encore que les émetteurs ne soient pas coupés, mais oui, l'espace est un outil de contrôle important, oui. Et c'est simplement dommage que la Commission européenne, qui un jour on a proposé l'AIS, ait trouvé que ce ne soit pas assez cher pour que ce soit intéressant. Donc maintenant, on est dans les mains des Américains. Alors que c'est un service réglementaire. Ouais, en fait, je ne pensais pas à l'efficacité de l'effort de pêche, on cherche plutôt à le réduire, mais à une assistance à ceux qui sont responsables de la gestion de la ressource halieutiques. Mais la première chose à faire, c'est de réglementer, ce qui ne se fait pas par satellite. Y compris les flottes artisanales. Il y a une rumeur qui laisse à penser les bateaux de petite taille sont innocents et que s'il y avait que, il n'y aurait pas de problème. Nous avons aussi des bateaux de petite taille. Ah ben c'est clair, oui, en Méditerranée, il y avait les Croates étaient très doués. Ouais. Voilà, une autre question, oui. Parmi ces observations extrêmement pointues, quelles sont celles qui concernent ou intéressent particulièrement la sûreté au sens security anglo-saxon? Alors, c'est compliqué. Alors d'abord,
la sécurité commence par la safety au sens... bon, alors, il y a la propagation acoustique, hein, qui est liée à la structure, donc qui est une des motivations de scénographie opérationnelle. Moi, j'ai commencé là-dessus. Hein, donc, et donc, avec tout un débat, d'ailleurs, il y a des papiers sur, dans le changement climatique, est-ce qu'on pourra continuer à cacher nos sous-marins ou, enfin bon, ça, c'est un enjeu, c'est là une réponse très directe, si vous voulez. Mais après, il y a tout ce qui est opération en faible profondeur, enfin, on renvoie à la Baltique, hein, bon, et savoir les courants, etc. Voilà. Les opérations navales, dans des domaines relativement étroits, ont quand même besoin de connaître la dynamique, quoi. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'avec SWOT, on va améliorer considérablement la prévision de marée dans les zones côtières, où il y a des amplitudes très fortes. En fait, on peut savoir aussi quelles conditions d'opération s'appliquent à l'adversaire, entre guillemets, sur des interventions sous-marines ou autres, par exemple. Merci. On s'intéresse beaucoup, on en a entendu parler à l'Académie ici, de l'évolution de la MOC, c'est ça, la circulation nord-atlantique. Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on sait sur le El Niño et son effet sur le changement climatique? El Niño ou la MOC? Non, la MOC, on en a déjà parlé, mais El Niño, on en parle beaucoup moins. Bah, on en parle moins parce que c'est un peu plus connu, je pense. Hein. C'est-à-dire que, bon, El Niño, il y a sûrement des gens un peu qualifiés que moi pour en parler. Mais en gros, bon, El Niño, ça apparaît dans le Pacifique, il y a des propagations d'ondes, c'est un phénomène qui est assez connu, qu'on arrive d'ailleurs un peu à simuler dans les modèles climatiques, bon, pas forcément aux bonnes périodes, mais... Et puis il y a la Niña derrière, tout ça est assez connu, on connaît aussi les effets aux États-Unis ailleurs, ils sont plus marginaux en Europe. Hein. Donc c'est un phénomène qui est compris globalement, le Niño. Alors que la MOC, c'est pas compris, c'est ça la grande difficulté. C'est-à-dire qu'en gros, alors les satellites vont aider, mais c'est pas le... Bon, en gros, on connaît très mal les mécanismes de plongée des eaux dans les zones au nord. Hein. Donc on est sur des stratégies de recherche avec des lignes de mouillage pour voir le retour de la MOC, mais on est aussi à essayer d'avoir avec des systèmes autonomes et des profils Argo qui marchent un peu sous la glace, essayer de comprendre les processus verticaux, parce que là, l'océan il est instable, donc tous les équilibres, tout ça se fait un peu par terre. Et le réchauffement a tendance à l'atténuer comme la MOC ou pas? Là je parle de la MOC. Non, mais El Niño, est-ce qu'il y a un effet de réchauffement? Je ne crois pas que ce soit très clair. Hein. C'est l'intensité. On suppose que l'intensité, mais c'est pas démontré. Hein. Il pourrait même se déplacer, il pourrait même changer de forme. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et il y a des Niños depuis très longtemps. Parce qu'on a découvert un peu récemment. Alain, je pense qu'il serait utile que tu décryptes l'acronyme AMOC pour un certain nombre de... Alors, Atlantique Méridional. Voilà. C'est la circulation méridienne de retournement atlantique. En français, dans le texte. C'est-à-dire que c'est la dérive nord-atlantique qui monte et avec des plongées. C'est là où se créent des eaux profondes qui redégringolent vers le sud. Et dans le GIEC, on prévoit que la MOX devrait s'affaiblir, mais avec une probabilité très faible qu'il y ait un écroulement. Alors il y a tout un tas de papiers qui sortent en ce moment sur... bon, on ne sait pas, hein. Il y a beaucoup de recherches à mener là-dessus. C'est suffisant. Le futur, comment vous voyez le futur dans 10 ans, 20 ans? Plus de satellites, plus de précision. D'abord, dans le futur, il y a l'intelligence artificielle qui est le futur proche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand il y a de la donnée, on parle de data-driven forecast, etc., quand il y a de la donnée, et peu de prévisibilité, on va pouvoir améliorer beaucoup les choses, hein, quand même.
ne faut pas se laisser impressionner par le fait qu'on va prévoir la météo. En fait, on utilise des réanalyses des modèles classiques pour faire de la science. On le fait en très peu de temps de calcul, c'est tout, sauf qu'on a dépensé un... Mais c'est grâce aux réanalyses qui sont disponibles de façon libre et gratuite. Donc il faut... Mais sur tout ce qui est où il y a beaucoup de données et une compréhension limitée, je ne parle pas du climat, hein, c'est une autre affaire. Mais sur le côtier, on commence à avoir pas mal de développement, quoi. Alors après, pour ce qui est des satellites, bon, il y a la question de l'échantillonnage, la question de savoir, par exemple, aujourd'hui, si on avait une constellation de microsatellites infrarouges thermiques, pour le côtier, ça serait quand même... on a le géostationnaire, mais bon. Donc il y a des techniques, il faut continuer ce qu'on fait, essayer de le faire moins cher. C'est quand même un sujet important, parce que je vous ai dit que bon, c'est un cadre dynamique, on va financer d'autres satellites, mais il y a des limites à tout ça. Donc il faut un peu... Après, il faut aussi articuler les capacités publiques avec les capacités des opérateurs commerciaux. Par exemple, il y a des constellations de SAR sur le suivi des glaces, ICEYE ça s'appelle, et il y en a d'autres. Bon, on va avoir des intégrations publiques-privées avec des questions de compromis sur la performance et l'échantillonnage. Ça, c'est déjà... Alors, c'est plus déjà posé sur l'observation de la Terre émergée, mais ça peut arriver sur l'océan, quoi. Et après, il y a des discussions sur la mesure du courant de surface complet. C'est-à-dire que là, on a la mesure des signatures des équilibres géostrophiques, mais on pense à des radars Doppler qui mesuraient le courant de surface complet, c'est-à-dire y compris la composante induite par le vent. Ça, c'est à l'étude, ça s'appelle l'Odyssea, je crois. Mais bon... Voilà, donc ça c'est... Il faut continuer à explorer de nouvelles techniques pour avoir des paramètres qui ne sont pas accessibles aujourd'hui. Et après, c'est l'intégration numérique avec toute l'intelligence artificielle, etc. Et puis, traiter à la fois l'échantillonnage, et surtout dans les domaines rapides, hein, c'est-à-dire le côtier, etc. Et ça, c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver, peut-être pas à des coûts considérables. Mais avec une question, c'est que si c'est le secteur privé, les données ne sont pas libres. Donc, vous voyez, donc il faut les acheter. Mais la NASA a fait ça très bien. Hein. Elle a fait de la couleur de l'eau avec une compagnie privée et elle a acheté des données pour la recherche, mais pas pour le temps réel. Donc, bon. Voilà. Merci beaucoup Alain, donc c'est à moi de conclure. Juste et d'abord pour nous excuser avec Jean-Marc, Hélène, donc ça m'arrive en retard parce que nous avions un rendez-vous important effectivement avec le chancelier de l'Institut, Xavier Darcos, pour notre académie. Mais du coup, comme on enregistre maintenant donc nos séances, et nous allons pouvoir nous rattraper dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir, en tout cas nous qui sommes en retard et ceux qui ne sont pas là, pouvoir apprécier effectivement l'ensemble de votre intervention. Et donc on espère au fur et à mesure enrichir voilà, tout, par ces vidéos donc tous nos contenus à l'Académie. Et donc je vais pouvoir, n'est-ce pas Jean-Marc, Hélène, dans quelques jours, pouvoir effectivement se rattraper de ce que nous avons manqué. Et après, juste pour conclure, peut-être une petite histoire personnelle, en tout cas mon histoire personnelle, quand j'entends observation et satellite. Il y a 40 ans, pas si longtemps quand même, ça paraît hier, j'étais un jeune élève à la Compagnie Générale Maritime, sur un bananier qui traversait l'Atlantique, qui allait au Costa Rica récupérer 40 000 cartons de bananes chargés à la main dans des porte-loads, pour les ramener en Europe, dans 3 cales réfrigérées. Et la première traversée, donc on traversait l'Atlantique, aller-retour, c'était quelle observation. Donc 3 fois par jour. 3 fois par jour, quand, certains le connaissent très bien, bien sûr, n'est-ce pas François, on pouvait effectivement ramener les étoiles sur l'horizon, voilà, pour pouvoir observer, voilà, 3 fois, l'aube au crépuscule, on avait un point. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, que le soleil évoluait dans le ciel, on avait notre point de midi aussi. Et donc, on naviguait à l'observation. Ça, j'ai fait mon premier voyage à l'observation, c'est pour ça. Et puis, pendant l'escaloir,
j'ai vu arriver, pour la première fois sur un navire de la CGM, une grosse boîte verte. Donc les services techniques de la CGM venaient installer sur la table à cartes, et donc la passerelle, on s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on a été prévenu, c'était un navigateur par satellite. Et donc j'ai vu arriver sur les passerelles, il y a 40 ans, sur les passerelles de la CGM, les premiers navigateurs par satellite. Alors on continue à observer. Quand on observait, qu'on ne pouvait pas observer, forcément, si j'avais découvert, comme je viens, on naviguait les cinémas, on naviguait les anges, tout simplement. Des fois pendant des jours, des semaines, hein, quand l'Atlantique était bien bougé, qu'on ne pouvait pas observer, comme très très longtemps avant nous, nos navigateurs ancestraux naviguaient à l'estime, un cap, une vitesse. Et donc quand on avait un satellite qui passait, on avait une alarme. Donc on continuait à observer, on se demandait ce qu'était que cette boîte un peu bizarre, et on continuait donc à observer, et quand on avait une alarme, ça veut dire on avait attrapé un satellite, et on comparait effectivement nos points avec les points provenant de cette navigation par satellite. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Alors aussi on observait, on avait pris des échantillons pendant le quart, des officiers faisaient ça. On ramenait ça après à terre, puis échantillons d'eau de mer, on observait par la graphie, tititata, on envoyait nos observations météo, et ça paraît hier en fait. Oui, mais ça c'est toujours utile. Ça existe encore. Il y a des containers automatiques même, c'est très important. Et après, plus tard, effectivement, j'ai pu mesurer, là, en tant qu'armateur, pour le coup, plusieurs fois par jour, quand on envoyait les bateaux poignants dans le passage du Nord-Ouest, très très maintenant, au pôle Nord géographique, comme 90 degrés nord, c'est-à-dire que là, les cartes glaces sont extrêmement précises. Oui, oui. Très très précises, sur bien sûr l'épaisseur, l'âge des glaces, extrêmement important pour pouvoir naviguer correctement dans les glaces. Et donc, effectivement, la question, c'était bon, on me parlait hier, moi, mes premiers navigateurs par satellite. Et du coup, dans 40 ans, effectivement, c'est une des questions. Où est-ce qu'on va aller ça, c'est une question pour une prochaine fois, là peut-être. Non, mais sur l'épaisseur des glaces, on va y être. Hein. Et on va même la prévoir. Oui, parce que là, ce que j'ai vu, moi, par il y a 4-5 ans, mais encore là, il y a moins récemment, effectivement, depuis 3 ans, mais les observations, les informations qu'on a sur les navires, sur l'âge des glaces, l'épaisseur des glaces, après, bien sûr, on vérifie dans les équipements à bord, dans mon chapeau, c'est extrêmement précis. Oui, bien sûr. Précis, précieux, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, naviguer dans des glaces si on n'a pas ces informations. Et par moi, ce qui m'avait vraiment surpris, surtout je sais qu'on m'avait fait plusieurs fois par jour, c'était la précision de ces informations données au navire par rapport à ce qu'on observait après in situ. C'était assez phénoménal. Et là, on va le prévoir 3 semaines en avant. 3 semaines avant. Ça commence à avoir des résultats par des prévisions. Je vais parler de prévisions couplées. Je vais montrer le cyclone parce que c'est un événement. Bon, mais il y a déjà des. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore ingérer dans les modèles couplés les informations sur l'épaisseur de la glace. Il y a eu des essais qui montrent que c'est très concluant et ça permet de faire des prévisions jusqu'à 4 semaines, même plus. Ça a du sens pour la navigation. Mais on n'a pas assez de longueur de données. Mais ça vient. C'est les prochains satellites de Copernicus, c'était pour ça. En tout cas, voilà, c'était passionnant. Ce qu'on a manqué, on va avoir une séance de rattrapage, on va dire. Et merci en tout cas, Alain. Je pense que tout le monde peut apprécier votre intervention. Et vous applaudir et vous remercier. Merci.